Bonjour et bienvenue sur la chaîne éducative tunisienne. Dans cette séance, on va présenter une leçon pour la quatrième année sciences techniques, génie mécanique. Cette leçon préparée et présentée par moi-même, Anen Mohamed Safouane, en collaboration avec M. Fawzi Maalej et M. Lahbib Rdes. Alors, cette leçon entre dans le cadre du chapitre 4, transmission de mouvement, leçon transmission sans transformation de mouvement. Donc, dans cette leçon, on va voir deux parties. La première partie concerne les réducteurs à engrenages et la deuxième partie concerne les boîtes de vitesse. Pour commencer, je vais vous présenter le plan de la leçon. Alors, grand A, transmission par un train d'engrenage simple. Définition et terminologie, rapport de transmission, sens de rotation, exemple. Et on va parler un peu du rendement, couple et puissance aussi. Et à la fin, on va faire des applications. Deuxième partie de la leçon, transmission par boîte de vitesse. Principe, exemple de boîte de vitesse à pignon baladeur. On va voir aussi la boîte de vitesse du tour Pinachot, la boîte des avances de la fraiseuse Milko, la boîte de vitesse manuelle d'automobile. Et on va terminer par une application aussi. Alors, on commence la première partie, transmission par un train d'engrenage simple. Commençons par le début, définition et terminologie. Donc, sur cette figure, un train d'engrenage est un ensemble de plusieurs engrenages qui transmettent un mouvement de rotation avec un rapport de vitesse désiré. Donc, sur la figure, on voit ici un arbre moteur qui tourne à une vitesse Nm. Toute cette partie-là, c'est le train d'engrenage de rapport R. Et à la sortie, on a un arbre de sortie qui va tourner à une vitesse Ns différente de Nm. Alors, remarque, si la vitesse à la sortie Ns est inférieure à la vitesse Nm, on dit qu'on a un réducteur de vitesse. Si Ns est supérieur à Nm, on dit qu'on a un multiplicateur de vitesse. On distingue deux types d'engrenages, deux types de trains d'engrenage, pardon. Les trains simples, objet de notre étude, objet de notre leçon aujourd'hui. Un train d'engrenage est dit simple quand les axes des différentes roues occupent une position invariable par rapport au bâti. Voilà quelques exemples de réducteurs qui se trouvent dans vos laboratoires de mécanique. Le premier exemple ici, c'est un réducteur à axe parallèle. Donc, le deuxième ici, c'est un réducteur à roue et vis sans fin. Roue et vis sans fin. Et le troisième réducteur, c'est un réducteur à axe perpendiculaire dans lequel on utilise des engrenages coniques et des engrenages cylindriques. Alors, je répète, on appelle un train d'engrenage simple parce que les axes ne bougent pas par rapport au bâti. Deuxième type de train, ce sont les trains épicycloïdaux. Alors, ne font pas objet du programme de la quatrième année, mais on les appelle des trains épicycloïdaux parce qu'il y a des roues dentées à l'intérieur qui sont en mouvement par rapport au bâti, qu'on appelle des satellites. Donc, on s'intéresse à la première partie, ou bien le premier type, ce sont les engrenages, les trains d'engrenage simples. Alors, on va se mettre d'accord aussi sur quelques mots techniques. Alors, on appelle contact extérieur, contact entre deux roues à denture extérieure. Par exemple ici, vous avez un contact entre un pignon et une roue dentée. Ce contact se fait extérieurement, donc on appelle ça un contact extérieur. Et c'est comme c'est montré sur la figure. On appelle un contact intérieur entre une roue à denture extérieure et une roue à denture intérieure, qu'on peut appeler aussi couronne. Donc, comme le montre cette figure-là, ici on a un pignon et une couronne parce que c'est une roue dentée à denture intérieure. Donc, on dit qu'on a un contact intérieur. Autre chose sur laquelle on va se mettre d'accord, les roues 1 et 3 dans cet exemple sont des roues qu'on appelle menantes ou motrices, parce que 1 va entraîner 2 et 3 va entraîner 4. Donc 1 et 3 sont des roues menantes ou motrices. Les roues 2 et 4 sont des roues menées ou réceptrices. 2 est mené par 1, donc on l'appelle roue menée ou roue réceptrice. Même chose pour la couronne
4. Le rapport global, qu'on appelle aussi raison, dans un train d'engrenage, est le quotient de la vitesse de rotation à la sortie ns par la vitesse d'entrée ne. Donc, Rg, le rapport global, égale à n sortie sur n entrée. Égale aussi produit du nombre de dents des roues menantes sur produit du nombre des dents des roues menées. Exemple. Dans ce premier exemple, vous avez un arbre d'entrée qui entraîne un pignon 1. Ce pignon 1 va entraîner une roue 2. La roue 2 est encastrée sur un arbre intermédiaire qui entraîne un pignon 3. Le pignon 3 va entraîner une couronne 4. Dans ce cas-là, si je calcule le rapport global, donc le rapport global, on a dit d'après la formule, égale à n sorties sur n entrées, égale produit du nombre de dents des roues menantes sur produit du nombre de dents des roues menées. Donc on a dit 1 menante, 3 menantes, donc ça fait Z1 fois Z3, 2 menées et 4 menées, donc par Z2 fois Z4. Cette écriture, mathématiquement, je peux l'écrire de cette façon, Z1 sur Z2 fois Z3 sur Z4. Donc je peux remarquer une chose, que le rapport global égale, le rapport global sera égal le rapport du premier couple 1, 2, que je vais noter par R1, 2, fois le rapport du deuxième couple R3, 4. Parce que R1, 2, c'est Z1 sur Z2, R3, 4, c'est Z3 sur Z4. On peut retenir que le rapport global est le produit des rapports des couples des roues constituant le train d'engrenage. Donc Rg égale à R1 fois R2 fois Rn, autant qu'on a de couples de roues dentées. Sens de rotation. Si on parle du sens de rotation, alors on peut remarquer que dans ce cas-là, si on a un engrenage à contact extérieur, si on compare le sens de rotation des deux roues, on remarque alors que le pignon 1 tourne dans le sens contraire de la roue. Donc l'engrenage à contact extérieur inverse le sens de rotation. Si on prend le cas d'un contact intérieur, vous remarquez, si vous suivez bien le sens de rotation du pignon et le sens de rotation de la roue à denture intérieure, vous remarquez qu'elles tournent dans le même sens. Donc, l'engrenage à contact intérieur conserve le sens de rotation. On garde le même sens de rotation. Si par exemple je prends ce cas-là, j'intercale une roue dentée entre deux roues dentées. Voilà, comme le montre cette petite animation. Et je compare le sens de rotation de l'entrée et la sortie. Je remarque dans ce cas-là que c'est le même sens de rotation. Regardez. Voilà. Donc, suivez bien le sens de rotation des roues. C'est le même sens de rotation à l'entrée qu'à la sortie. Donc, dans ce cas-là, je peux constater que deux contacts extérieurs, on a ici un premier contact et un deuxième contact, deux contacts extérieurs permettent de conserver le sens de rotation. Donc, je peux tirer une conclusion générale. Si n désigne le nombre de contacts extérieurs, si n est pair, dans ce cas-là, 2 ici, donc le sens de rotation est conservé, l'arbre de sortie tourne dans le même sens que l'arbre d'entrée. Si n est impair c'est comme le premier cas, donc on a un seul contact extérieur, l'arbre de sortie tourne dans le sens contraire que l'arbre d'entrée. Attention, je répète bien, n, ça désigne le nombre de contacts extérieurs. On ne compte pas les contacts intérieurs. Alors, prenons quelques exemples. Premier exemple, Z1 entraîne Z2, Z3 entraîne Z4. Si je calcule le rapport global, je peux dire que Rg égale à, le premier couple c'est Z1 sur Z2, donc Z1 sur Z2, Z1 menante, Z2 menée, fois le rapport du deuxième couple, Z3 sur Z4. Le sens de rotation, si je compte le nombre de contacts extérieurs, premier contact entre 1 et 2, c'est un contact extérieur. Et deuxième contact entre 3 et 4, c'est un deuxième contact extérieur. Ça me fait deux contacts extérieurs, donc c'est un nombre pair, donc c'est le même sens de rotation. L'entrée et la sortie tournent dans le même sens.
Deuxième exemple, ici on a un pignon 1 qui entraîne une roue 2. La roue 2 est encastrée sur un arbre intermédiaire sur lequel se trouve un pignon 3 qui entraîne une roue intermédiaire 4 et vers une cinquième roue 5 vers l'arbre de sortie. Si je vais calculer le rapport global ici, RG égale le premier couple Z1 sur Z2, Z1 menante, Z2 menée, fois deuxième couple Z3 entraîne Z4, donc 3 menantes, 4 menées, fois Z3 sur Z4, fois troisième couple 4 va entraîner 5, donc fois Z4 sur Z5. Je peux simplifier par Z4, ce qui me reste Z1 sur Z2 fois Z3 sur Z5. On peut remarquer une chose ici, Z4, c'est une roue intermédiaire ou bien une roue folle. C'est-à-dire, elle n'a pas d'influence sur le calcul du rapport. Par contre, elle a une influence sur autre chose, sur le sens de rotation. Regardez bien. Si je compte le nombre de contacts extérieurs dans ce cas-là, Z1 avec Z2, c'est un contact extérieur. Donc 1. Deuxième contact extérieur, c'est entre 3 et 4. Troisième contact extérieur, entre 4 et 5. Donc ça fait 3 contacts extérieurs, ce qui me donne un nombre impair, donc le sens de rotation sera inversé. L'arbre de sortie, l'entrée et la sortie tournent dans le sens contraire. C'est grâce à la roue folle qu'on a obtenu 3 contacts extérieurs pour cet exemple. Dernier exemple, 1 entraîne 2 et un pignon 3 qui entraîne une couronne ou bien une roue à denture intérieure 4. Dans ce cas-là, le rapport global, c'est premier couple 1 menante, 2 menées, donc Z1 sur Z2. Ensuite, 3 menantes, 4 menées, donc fois Z3 sur Z4. Pour le sens de rotation, il faut faire attention ici. On a dit qu'il faut compter le nombre de contacts extérieurs. Donc 1 avec 2, c'est un contact extérieur. Attention, 3 avec 4, c'est un contact intérieur. Un pignon avec une roue à denture intérieure. Donc n égale à 1, c'est un nombre impair. Donc l'entrée et la sortie tournent dans le sens contraire. Alors, cinquièmement, rendement, couple et puissance. Rappel, le rendement dans une transmission de puissance, le rendement de la transmission est le quotient de la puissance à la sortie, PS, par la puissance à l'entrée, PE. Donc le rendement égale à PS sur PE. Si la transmission est supposée sans frottement, alors le rendement est égal à 1. Donc PS égale à PE. Relation entre puissance et couple transmissible. P égale C fois oméga, et oméga égale à 2 πn sur 60, avec P c'est la puissance en watts, C c'est le couple en newton-mètre, oméga c'est la vitesse angulaire en radians par seconde, et n c'est la vitesse de rotation en tours par minute. C'est pourquoi on a indiqué oméga égale à 2 πn sur 60. C'est une conversion d'unité tours par minute vers radians par seconde. Donc P égale à C fois oméga. Ensuite, relation entre le rapport et le couple. On a dit tout à l'heure que le rendement égale à P sortie sur P entrée. Donc égale couple sortie fois oméga sortie sur couple entrée fois oméga entrée. En remplaçant oméga par 2 πn et en faisant la simplification, on trouve couple sortie fois n sortie sur couple entrée fois n entrée. Donc, couple sortie sur couple entrée et ns et ne, c'est le rapport. Donc cs sur CE fois le rapport. Je peux tirer à la fin que le rapport égale le rendement fois le couple d'entrée sur le couple sortie. Voilà les formules dont on aura besoin pour traiter certains exercices et certaines applications. Première application, elle est tirée du sujet de bac 2017, session principale. Le sujet s'intitule fauteuil roulant. Vous avez le QR code. Si vous voulez, vous pouvez le scanner et vous aurez directement le lien vers le sujet sur Internet. Alors, présentation, le fauteuil roulant, vous le connaissez. Donc, on a sur la figure 1 le fauteuil roulant. Le fauteuil roulant électrique figure 1 est conçu pour permettre aux personnes ayant des difficultés à marcher, de se déplacer en autonomie. Donc, la partie qui nous intéresse, c'est, si vous voulez, le motoréducteur de la roue gauche. Donc, description de la partie opérative. Bien sûr, ce paragraphe-là se trouve sur le dossier technique. Donc, on me demande de voir le dessin d'ensemble à la page 7 sur 7. Vous avez aussi la chance d'avoir des dessins en 3D sur le dossier technique du sujet de bac.
ces dessins-là peuvent vous aider à mieux assimiler le système. Donc ici, l'objet d'étude, l'entraînement de la roue arrière du fauteuil roulant. Donc en mode de fonctionnement normal, la transmission de la puissance motrice à chacune des roues est assurée par un réducteur à 2 étages. Donc c'est le thème de notre leçon. Donc la transmission est assurée par un réducteur à 2 étages, à denture droite, 8, 24 et 25, 27. Les repères, donc on va vers le dessin d'ensemble pour voir le fonctionnement du système. Donc on peut s'aider du dessin en 3D dont on dispose dans le dossier technique. Donc on peut voir ici le moteur. Donc l'entrée de mouvement se fait sur cet arbre moteur 1 qui entraîne un arbre d'entrée sur lequel se trouve un pignon arbré. Et j'ai bien dit ici un pignon arbré. Donc il faut faire la différence entre pignon arbré et pignon rapporté ou bien pignon tout court. Donc pignon arbré, ça veut dire les dents sont taillées directement sur l'arbre. Je reconnais que c'est un pignon arbré et c'est une roue dentée à travers la symbolisation des dentures. Une partie qui représente la rainure et un axe. Donc ici, il y a des dentures. Donc ce pignon arbré va entraîner une roue dentée, une grande roue dentée, qui est encastrée sur un arbre intermédiaire. Sur cet arbre intermédiaire 25 se trouve un autre pignon arbré. Donc voilà la représentation des dentures, qui entraîne une deuxième roue dentée 27. Cette roue 27 est en liaison avec l'arbre de sortie sur lequel se trouve la roue du fauteuil roulant. Donc voilà l'arbre de sortie sur lequel on va monter la roue du fauteuil roulant. Donc première question, en se référant au dessin d'ensemble, complétez le schéma cinématique ci-contre du motoréducteur en position embrayée. Donc sur le schéma cinématique, le moteur, le pignon arbré 8 qui entraîne la roue dentée 24. Donc l'arbre intermédiaire, le deuxième pignon, une autre roue dentée et la roue du fauteuil roulant. Donc je vais commencer par la liaison L1 entre l'arbre 25 et le bâti. Donc l'arbre 25 par rapport au bâti. Je remarque la présence de 2 roulements et on sait que les roulements assurent le guidage en rotation. Donc on a une liaison pivot de l'arbre par rapport au bâti. Je représente le symbole de la liaison pivot. Pour la liaison L2, c'est entre la roue 24 et l'arbre 25. Entre la roue 24, donc c'est cette roue-là, et l'arbre 25. Donc on remarque la présence d'une clavette 44 qui assure l'arrêt en rotation, un épaulement de ce côté-là, côté gauche, donc qui réalise l'arrêt en translation vers la gauche, et l'anneau élastique 42 qui assure l'arrêt en translation vers la droite. Donc on obtient une liaison encastrement entre la roue 24 et l'arbre 25. Je représente le symbole de la liaison encastrement. Pour la roue 27 par rapport à l'arbre 30, la roue 27 par rapport à l'arbre 30, la liaison L3. La roue 27 par rapport à l'arbre 30. Donc on remarque la présence des billes 29 qui assure un arrêt en rotation de la roue par rapport à l'arbre. Ça joue le rôle des clavettes dans ce cas-là. Donc l'arrêt en rotation est réalisé par les billes 29 et un épaulement de ce côté gauche entre la roue et l'arbre. Donc l'arrêt en translation vers la gauche est assuré. Et l'anneau élastique qui assure l'arrêt en translation vers la droite, j'obtiens une liaison encastrement. Donc je représente le symbole de la liaison encastrement. La dernière liaison, c'est entre l'arbre 30 et le bâti. Donc je remarque la présence des roulements 28 et 41 entre l'arbre et le bâti, entre l'arbre 30 et le bâti. Les roulements assurent le guidage en rotation, donc je conclus que c'est une liaison pivot. Voilà pour le schéma cinématique. Le schéma cinématique étant complet maintenant. Deuxième question. Dans cette question, l'objectif, c'est de choisir le moteur convenable qu'on va monter sur la roue pour assurer le déplacement du fauteuil. Alors, le cahier de charge impose la vitesse maximale du fauteuil imposée par le cahier des charges fonctionnel, Vmax égale à 6 km/h. La puissance nécessaire transmise à la roue pour avancer le fauteuil à la vitesse maximale est P roue égale à 140 watts. Le diamètre de la roue arrière
des roues égale 350 mm. Déterminer la vitesse angulaire oméga r de la roue arrière. La formule qui lie la vitesse angulaire et la vitesse linéaire, donc V égale R fois oméga roue, étant donné que la roue est en mouvement de rotation uniforme, je peux appliquer la formule V égale à R fois oméga roue. Ce qui me donne oméga roue égale à V sur R. Je fais l'application numérique. V est égal à 6 km par heure. Alors attention ici. Donc ici, la vitesse, elle est donnée en km par heure. Le rayon, il est donné en millimètres. Donc le rayon, c'est dr sur 2. Donc il est donné en millimètres. Il faut que les deux variables soient données aux mêmes unités. Donc ici, j'ai remplacé le kilomètre en mètres, j'ai multiplié par 10 puissance 3. Donc 6 kilomètres, je vais les remplacer en mètres. Donc 6 kilomètres, ça fait 6 fois 10 puissance 3. Ensuite, on a par heure ici. Donc ici, il faut diviser pour avoir par seconde. Je veux remplacer l'heure en secondes. Donc, une heure, c'est 3600 secondes. Donc, c'est pourquoi il faut diviser par 3600. Donc, il faut multiplier par 10 puissance 3 et diviser par 3600 pour convertir les kilomètres par heure en mètres par seconde. Pour le rayon, c'est le diamètre sur 2, 350 mm. Donc, il faut multiplier 350 fois 10 moins 3 pour passer du millimètre au mètre. Donc, à l'aide de la calculatrice, on peut vérifier ce qu'on a écrit et ça nous fait gagner du temps. Pour la conversion des unités, la calculatrice nous permet de le réaliser. Vous avez ici un tableau de conversion. Pour réaliser une conversion, on tape Shift 8. Ensuite, on choisit le numéro de la conversion. Alors ici, dans notre cas, kilomètres par heure en mètres par seconde, c'est le numéro 19. Mètres par seconde en kilomètres par heure, c'est le numéro 20. Donc, je fais Shift 8. Je choisis le numéro 19 pour la conversion, kilomètres par heure en mètres par seconde. Avec le curseur, j'indique par exemple la valeur en kilomètres par heure. Dans notre cas, c'est 6 km par heure. Et j'appuie sur égal. J'ai le résultat en mètres par seconde. Donc maintenant, si je fais l'application numérique de cette application, ça va me donner oméga R égale à 9,52 radians par seconde. Question 2b, déterminer la vitesse de rotation NR de la roue arrière. Alors, je connais la relation entre oméga et n. Oméga égale à 2πn sur 60. Je vais tirer n. Donc, n égale à 60 fois oméga sur 2π. Donc, nr égale à 60 fois 9,52 divisé par 2π, ce qui me donne une vitesse de rotation 90,90 tours par minute. Donc, la roue arrière tourne à cette vitesse de rotation. Question C. Déterminer le rapport global du réducteur. Alors là, on entre dans le vif du sujet de notre leçon. On a dit tout à l'heure que pour calculer le rapport global, donc je dois identifier les couples des roues dentées. Donc ici, on a le pignon arbré 2 plus 8 qui entraîne la roue 24. Et ensuite, le deuxième pignon arbré, donc 25, qui entraîne la roue 27. Donc j'ai identifié les deux couples. Ensuite, il faut vérifier quelle est la roue menante et quelle est la roue menée. Donc ici, le pignon, c'est la roue menante, la roue, c'est la roue menée. Et le pignon 25, c'est la roue menante. Et 27, c'est la roue menée. Donc, le premier couple, ça va me donner RG égale, donc Z8 sur Z24 fois Z25 sur Z27. En consultant la nomenclature, le pignon arbré 25, Z égale à 12, et le pignon arbré 8, Z égale à 13, la roue dentée 24, Z égale à 80, et la roue dentée 27, Z égale à 52. Donc je relève
les nombres de dents dont j'ai besoin. Donc 13 sur 80 fois 12 sur 52, ce qui me donne un résultat R global égal à 3 sur 80. Remarque s'il vous plaît, essayez toujours, ou bien tenez bon à écrire toujours le rapport sous forme de quotient et non pas sous forme d'un nombre avec des virgules. Parce que si vous voulez avoir des résultats exacts par la suite, mettez le rapport global toujours sous forme de quotient et c'est faisable avec les calculatrices. Alors, question, déduire dans ce cas la vitesse de rotation maximale Nm du moteur. On va déterminer la vitesse de rotation du moteur. On a la vitesse à la sortie, 90,9. On a le rapport global. On a vu tout à l'heure que le rapport global est égal à N sortie sur N entrée. Donc NR sur Nm. Je tire Nm. Nm égale à Nr sur Rg. Donc ce qui me donne 90,9 divisé par 3 sur 80. Donc résultat final, 2400 tours par minute. Donc le moteur tourne à 2400 tours par minute. Sachant que le rendement du réducteur est égal à 0,72, quelle puissance minimale que le moteur produit pour l'avancement du fauteuil? Alors on a vu tout à l'heure dans la leçon, la formule du rendement égale à P sortie sur P entrée. Alors, rendement égal à P roue sur P mini du moteur, la puissance minimale du moteur. Je tire la puissance minimale, P roue sur le rendement, application numérique, 140 divisé par 0,72, ce qui me donne le moteur doit avoir une puissance minimale de 194,4 watts. Question suivante. En se référant au tableau à la page 6 sur 7 du dossier technique, choisir le type du moteur qui convient. Voilà, donc ce type de question se pose parfois dans les sujets de bac. On vous donne un tableau et vous devez choisir l'élément convenable après que vous avez terminé vos calculs. Alors en consultant le tableau des valeurs du constructeur, donc on a dit que la puissance minimale du moteur c'est 194,4 watts. Donc vous remarquez que la puissance ici elle est donnée en kilowatts. Donc pour le premier moteur 0,07 kW ça fait 70 watts. Donc c'est une puissance insuffisante. Donc pour le premier, le deuxième, le troisième moteur, ce sont des moteurs à éliminer. La puissance est insuffisante. On ne peut parler de la puissance minimale qu'à partir du quatrième moteur, donc qui a une puissance de 0,2 kW, soit de 200 watts. Pour la vitesse de rotation, alors vous remarquez que l'unité ici, c'est minute moins 1. Donc pour nous, ça veut dire c'est tours par minute. Donc le constructeur indique ce type de désignation. Alors on a dit que le moteur doit tourner à 2400 tours par minute. Pour ce moteur qu'on vient de choisir, il a une vitesse de rotation de 2500. Donc c'est suffisant pour nous. Donc le choix final, c'est ce moteur-là. Pour la réponse, le moteur qui convient le mieux est le MBT 82M. Pour l'application 2, donc l'application 2, elle est tirée du sujet de bac 2018, session de contrôle. Le système s'intitule Système de production de films en plastique. Vous avez toujours le QR code pour avoir l'adresse du sujet. Donc présentation rapide. Le système figure 1, donc vous pouvez le voir ici sur la figure 1. C'est une chaîne de production de bobines de films en matière plastique biodégradable, figure 2. Ces bobines sont rangées sur des palettes pour être exploitées dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie ou de la distribution sous forme de sacs poubelles ou des sacs sortis de caisses. La partie mécanique qui nous intéresse, l'objet de notre étude, c'est ce système-là qui est entouré en rouge. C'est un motoréducteur pour entraîner un axe porte-mandrin. Donc en regardant le dessin d'ensemble et en lisant la première, si vous voulez, la première phrase du paragraphe, le moteur M2 est accouplé au réducteur composé des engrenages 3215 et 1236. Donc vous voyez bien qu'il s'agit d'un réducteur objet de notre leçon. Donc en allant vers le dessin d'ensemble, le premier coup d'œil qu'on jette sur le dessin d'ensemble pour avoir un peu une idée sur le fonctionnement, ici on identifie le moteur. Donc ici on identifie un accouplement élastique qui va lier l'arbre moteur avec l'arbre d'entrée. Ensuite, les roues dentées, donc on remarque la présence des dentures. Donc ici on a un pignon arbré qui entraîne une roue dentée 15
elle-même va entraîner un arbre intermédiaire sur lequel se trouve un deuxième pignon arbré qui entraîne une roue dentée à denture intérieure. Regardez bien la forme ici. Donc c'est une roue dentée à denture intérieure. À la sortie de l'arbre de sortie, on a un pignon qui va entraîner l'axe porte-mandrat et on peut identifier un autre système qu'on connaît et qui fait objet d'une leçon pour la 4e année sciences techniques, c'est un limiteur de couple. Il est identifiable à partir de deux choses, la présence des rondelles Belleville et des garnitures en ferro-dos. Donc voilà, maintenant j'ai une idée sur la transmission de mouvement et les organes qui composent ce système. Première question, en se référant au dessin d'ensemble du motoréducteur, complétez le schéma cinématique ci-dessous par les symboles manquants des liaisons. Je vais commencer par la première liaison entre l'arbre 32 et le bâti. Donc je remarque la présence de deux roulements 21. Les deux roulements, on a dit tout à l'heure qu'ils assurent une liaison pivot, le guidage en rotation. Donc première liaison, c'est une liaison pivot de l'arbre d'entrée par rapport au bâti. Deuxième liaison entre la roue 15 et l'arbre 12. Donc, en allant vers le dessin d'ensemble, la roue 15 et l'arbre 12, vous remarquez la présence d'une clavette qui assure l'arrêt en rotation. Et un épaulement, plutôt une bague, la bague intérieure du roulement 13 et l'épaulement de l'arbre qui vont assurer l'arrêt en translation vers la gauche. Une rondelle Grower, une rondelle frein 17 et un écrou hexagonal pour assurer le maintien en position, donc l'arrêt en translation vers la droite, ce qui me donne une liaison encastrement. Troisième liaison entre l'arbre intermédiaire et le bâti, l'arbre 12 et le bâti, présence d'un roulement à deux rangées de billes à contact oblique qui assure le guidage en rotation, donc c'est une liaison pivot. Enfin, la liaison entre l'arbre de sortie et le bâti. Donc l'arbre de sortie, c'est l'arbre 6 par rapport au bâti. Présence de deux roulements à billes. Donc guidage en rotation par roulement. La liaison, c'est une liaison pivot. Deuxième question. Calculer le nombre de dents Z12 et Z36. Alors attention, le cahier des charges impose une vitesse de translation maximale de l'axe porte-mandrat, figure 4 du dossier technique, Vmax égale à 0,7 mètres par seconde. Ici, on m'a imposé la vitesse maximale de translation. L'étude suivante consiste à vérifier cette condition. Donc l'objectif de la question, c'est de vérifier si une condition du cahier de charge est vérifiée ou non. Donné, la vitesse du moteur 720 tours par minute, on a donné le nombre de dents de la roue 15 et de la roue du pignon arbré, 32. Donc le premier couple 15-32, on dispose de nombre des dents. Le module de denture M égale à 2 mm. Le rapport de transmission entre 12 et 36, 1 quart. Et le module de denture M12-36 égale 2,5 mm. Alors pour calculer Z12 et Z36, première chose qu'on remarque sur le schéma, que l'entraxe entre l'arbre d'entrée et l'arbre intermédiaire est le même que entre l'arbre intermédiaire et l'arbre de sortie. Je rappelle que l'entraxe, vous l'avez vu lors de la leçon de l'engrenage, l'entraxe, comme son nom l'indique, c'est la distance entre les axes. On peut vérifier ça sur le dessin d'ensemble. L'entraxe, donc entre l'axe de l'arbre d'entrée et l'arbre intermédiaire, c'est cette distance-là qui est égale à la même distance entre l'arbre intermédiaire et l'arbre de sortie. Donc, je conclus que A1532 égale à A1236. Je peux calculer A1532 parce que je dispose des nombres de dents. La formule de l'entraxe, vous l'avez vu lors de la leçon de l'engrenage. Donc A est égal à M facteur de Z15 plus Z32 sur 2. Attention, il s'agit d'un engrenage extérieur, donc Z pignon plus Z roue. Application numérique. 2 fois 40 plus 20 sur 2, ce qui me donne un entraxe égal à 60 mm. Maintenant, je connais l'entraxe entre 15 et 32, qui est le même entre
36 et l'arbre de sortie, 12. Donc, alors là, il faut faire attention. Tout à l'heure, on a identifié que 36 est une roue dentée à denture intérieure. Donc, la formule de l'anthrax, il faut faire attention ici, A est égal à M facteur de Z roue moins Z pignon sur 2. Tout à l'heure, la formule était Z pignon plus Z roue. Maintenant, ici, il s'agit d'un engrenage intérieur. Faites attention, c'est une erreur qui se répète fréquemment lors des sujets de bac. Donc là, l'anthrax dans un engrenage intérieur, A est égal à M facteur de Z roue moins Z pignon sur 2. Alors ici, on a deux inconnus. On ne connaît ni Z12 ni Z36. Donc on a besoin d'un système, la formule de l'anthrax et la formule du rapport. Le rapport est égal à Z menante sur Z menée, étant donné que 12 va entraîner 36, donc Z12 sur Z36. Alors, en faisant un petit calcul mathématique, on peut d'après la première équation, on peut tirer que 2A sur M égale à Z36 moins Z12. La deuxième équation me donne Z12 égale à R fois Z36. L'idée, c'est de remplacer la deuxième équation dans la première équation. Donc, de remplacer Z12 par R Z36. Et comme ça, pour la première équation, on n'aura qu'une seule inconnue. Donc, je vais remplacer, voilà ce que j'obtiens. 2A sur M égale à Z36 moins R fois Z36. La deuxième équation reste telle qu'elle est. Je peux tirer alors, je peux mettre Z36 en facteur pour la première équation. 2A sur M égale à Z36 facteur de 1 moins R. Et je peux tirer Z36 égale 2A sur M facteur de 1 moins R. Et Z12 égale à R fois Z36. Il suffit de faire l'application numérique parce qu'on dispose de toutes les données. Z36 égale à 2 fois A qu'on a trouvé lors de la première question, ou plutôt lors de la première partie, 2 fois 60 sur 2,5 fois 1 moins 1 quart, le rapport R1236 est donné, ce qui me donne une application numérique Z36 égale 64 dents. En remplaçant Z36 dans la deuxième équation, ça va me donner Z1 quart fois 64 égale à 16 dents. Question 2.2. Calculer le rapport global du réducteur. On a vu dans la leçon que le rapport global égale produit des Z menantes sur produit des Z menées. Maintenant, on dispose de, tous les nombres des dents et on me demande de trouver la vitesse de rotation du pignon 4, c'est-à-dire la vitesse de rotation à la sortie. Donc, j'applique la formule RG égale produit des Z menantes sur produit des Z menées. Premier couple, on a 32 qui va entraîner 15. Et deuxième couple, on a 12, le pignon arbré 12, qui va entraîner la couronne ou la roue dentée à denture intérieure 36. Donc on aura Z32 sur Z15, Z menante sur Z menée, fois Z12 sur Z36, ce qui me donne comme application numérique donc 20 fois 16 sur 40 fois 64, un rapport global égal à 1 huitième. Pour tirer maintenant la vitesse à la sortie N4, on sait que le rapport global égale à N sortie sur N moteur, N4 sur Nm. Je tire N4 égale à RG fois Nm. 1 huitième fois 720, 90 tours par minute. Alors, question suivante. On donne le diamètre du pignon 4D égale à 130 mm. Calculez la vitesse de translation de l'axe Porte-Mandrin. On me demande de trouver la vitesse de translation. Le pignon 4 est en mouvement circulaire uniforme. Il est en mouvement circulaire uniforme, donc je peux appliquer la relation V égale à R fois oméga. V égale à R fois oméga 4. Oméga égale à 2 pi n sur 60. Oméga étant en radians par seconde, n en tours par minute. Donc R c'est D sur 2. Donc D sur 2 fois 2 pi n sur 60. En faisant l'application numérique, et j'attire votre attention toujours à faire attention aux unités. Le diamètre ici, il est donné en millimètres, donc 130 mm. Et la vitesse doit être calculée en mètres par seconde. Donc 130 fois 10 moins 3 pour passer du millimètre au mètre. L'application nous donne V égale à 0,612 mètres par seconde. Question suivante. Est-ce que
la condition donnée par le cahier de charge est respectée. On a dit tout à l'heure que Vmax 0,7 mètres par seconde. Le cahier de charge demande que la vitesse ne dépasse pas 0,7 mètres par seconde. La vitesse qu'on a calculée, c'est 0,612. En comparant les deux valeurs, on s'aperçoit que notre vitesse calculée est inférieure à la vitesse maximale. Donc ça répond aux conditions du cahier de charge. Oui, la condition est respectée car V égale à 0,612 inférieur à Vmax égale à 0,7 mètres par seconde. Ainsi s'achève la première partie de notre leçon qui concernait les réducteurs à engrenage. Donc la deuxième partie sera consacrée aux boîtes de vitesse. Donc je vous donne rendez-vous pour la séance prochaine et je vous remercie pour votre attention.